Bonjour à tous, Néron est très certainement encore aujourd'hui l'empereur romain qui a la pire réputation. Comme pour les autres Julio-Claudiens, les auteurs antiques ont fortement noirci le trait, mais ce n'est pas parce qu'ils ont noirci le trait que Néron était un bon empereur, bien au contraire. En fait, de tous les empereurs qu'on a vus jusqu'à présent, Néron est certainement celui qui mérite le plus sa mauvaise réputation. On va voir cela un peu plus en détail. Néron voit le jour le 15 décembre 37 à Antium dans le Latium sous le nom de Lucius Domitius Aenobarbus. Son père, Gnaeus Domitius Aenobarbus, est un aristocrate romain qui n'a pas franchement bonne réputation. Il est surtout connu pour sa cruauté et son absence de sens moral. Si l'on en croit Suétone, il aurait écrasé un enfant avec son char et arraché l'œil d'un chevalier qui l'avait mal regardé. En parallèle à ces sordides aventures, il est préteur en 28 et consul en 32. Peu de temps avant la mort de Tibère, il est accusé de crimes de lèse-majesté, d'inceste et d'adultère. Le changement d'empereur en 37 le sauve in extremis d'une mort certaine, mais le karma le rattrape puisqu'il meurt d'hydropisie en décembre 39 ou janvier 40. La mère de Néron, quant à elle, est Agrippine la Jeune, l'une des sœurs de Caligula. Par sa mère, Néron est donc l'arrière-arrière-petit-fils d'Auguste. Il est aussi le petit-fils de Germanicus et l'arrière-arrière-petit-fils de Marc-Antoine. Niveau prestige, on est donc pas mal, mais revenons à Agrippine. Exilée par Caligula, elle est rappelée par Claude qui l'épouse en 49. En 50, Claude adopte le jeune Lucius qui prend le nom de Tiberius Claudius Nero. Dès lors, Agrippine va tout faire pour placer son fils sur le trône impérial, et elle y parviendra en 54. Mais Néron n'est pas hyper reconnaissant puisqu'il fait assassiner sa mère en 59. On y reviendra un peu plus tard. Dresser un portrait objectif de Néron n'est vraiment pas facile, car les auteurs antiques et plus tard les auteurs chrétiens le décrivent comme l'empereur le plus monstrueux et le plus cruel de toute l'histoire de Rome. Suétone et Tacite, par exemple, disent que c'est un fou pervers sanguinaire. Mais les historiens aujourd'hui sont quand même un petit peu plus nuancés. Néron était très certainement affecté par des troubles psychiques et son comportement viendrait en partie de l'absence d'affection durant son enfance et de l'exemple désastreux de ses parents. En 39, sa mère est exilée et son père meurt. Il est alors élevé par sa tante jusqu'à ce qu'il retrouve sa mère 2 ans plus tard en 41. Mais celle-ci est plus occupée par ses amants et par les intrigues politiques que par son fils et ne fait preuve d'aucune tendresse à son égard. En fait, elle ne s'intéresse à lui qu'à partir du moment où son mariage avec Claude se dessine, car elle sent bien que son fils peut être l'instrument de son ambition. Adolescent, il reçoit quand même une solide éducation en ayant entre autres Sénèque pour précepteur, mais d'autres pédagogues semblent encourager les penchants pervers du futur empereur. Il se découvre aussi une passion pour la poésie, le théâtre, la musique et adore se produire sur scène. Malheureusement, la vie de saltimbanque lui est refusée car sa mère a bien d'autres ambitions pour lui. Au final, on peut dire que dans un sens, Néron a réussi à devenir acteur car sa vie est une véritable tragédie et sa jeunesse, dont je viens de vous parler, n'est que le commencement. Pendant longtemps a perduré l'idée que les 5 premières années du règne de Néron étaient de bonnes années, comme si l'empereur avait bien commencé avant de devenir un psychopathe sanguinaire en 59. Vous vous en doutez, si je vous dis cela, c'est que c'est un cliché de plus qu'il va falloir démonter. L'idée que le règne de Néron commence par 5 bonnes années est une construction a posteriori qui intervient après la mort de Néron. Le but était d'exonérer certains hauts personnages de complicité des excès de l'empereur. On pense par exemple à Sénèque qui occupe un rôle très important jusqu'en 62. Et puis il fallait aussi expliquer pourquoi l'empereur était resté populaire aussi longtemps. Ce mythe des 5 bonnes premières années s'appelle le Quinquennium Néronis. Et effectivement, l'avènement de Néron se déroule dans un climat de sérénité, un peu comme en août 14 ou en mars 37. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, le décès de Claude dans la nuit du 12 au 13 octobre 54 est gardé secret pendant quelques heures afin de préparer au mieux l'investiture du nouveau prince. Et comme en 41, les prétoriens jouent un rôle important en étant les premiers à saluer Néron Imperator. Le jeune prince, alors âgé de 17 ans, les remerciera en leur faisant un donativum de 15 000 sesterces à chacun. Néron avait quand même un rival important en la personne de Britannicus, car si le jeune garçon n'est âgé que de 12 ans, il est le fils biologique
de Claude. Sa mort prématurée et sans doute pas très naturelle en février 55 va bien arranger l'empereur. En 56, Néron reçoit le titre de père de la patrie et est désigné comme protecteur bienveillant du corps civique. Le fait qu'il reçoive ces distinctions à 19 ans seulement montre bien que la nature monarchique du principat s'est fortement accentuée en un demi-siècle. Mais comme je vous le disais, tout n'est pas si positif que cela pour l'empereur. Rapidement, Néron se montre impulsif et prend des décisions inconsidérées. Il va par exemple abolir toutes les taxes douanières intérieures sans réfléchir une seule seconde aux conséquences financières d'une telle décision. Également, les intrigues de la cour impériale ne vont pas baisser en intensité. On a d'un côté Sénèque, le philosophe, et Burrus, le préfet du prétoire, qui aident Néron à gouverner. Ces derniers aimeraient bien influencer le prince et collaborer avec le Sénat pour mettre fin au régime des femmes et des affranchis. Mais de l'autre côté, on a Agrippine et toute la bureaucratie impériale qui a acquis beaucoup de pouvoir sous le règne de Claude et qui exerce également une grande influence sur Néron. En plus de ces intrigues, le conflit naissant entre l'empereur et sa mère va rapidement gagner en intensité, au point qu'en 59, Néron fait couler le navire de sa mère en guise d'avertissement. Agrippine doit regagner la rive à la nage et menace de dénoncer publiquement ce qu'elle estime être une tentative de matricide. Sur les conseils de Sénèque et de Burrus, Néron estime ne pas avoir d'autre choix que d'accuser sa mère de complot et de la faire exécuter. Après avoir fait exécuter sa mère, Néron finit par se lasser des conseils de Sénèque et accepte que celui-ci se retire en 62. Burrus, lui, meurt cette même année sans doute d'un cancer de la gorge. Libéré de toute influence, Néron se retrouve seul à gouverner et décide de mettre en place la politique dont il rêvait. Il en profite aussi pour écarter ou éliminer tous ceux qui s'opposent à lui ou qui pourraient être des rivaux potentiels. Concernant sa politique, il va tenter d'helléniser les mœurs romaines. Il veut rompre avec les valeurs romaines traditionnelles qu'il trouve trop austères et cherche à imposer le modèle grec de l'agone, c'est-à-dire l'exploit sportif et artistique, et du luxus, c'est-à-dire le faste, la joie de vivre, la jouissance sans bornes. Cela lui vaut une énorme popularité auprès du peuple qu'il comble avec des jeux splendides. Il va par exemple instaurer les quinquennalia, des jeux quinquennaux sur le modèle des Olympiades grecques qui regroupent des compétitions artistiques et sportives. Si cela plaît au peuple, les milieux conservateurs sont de plus en plus hostiles au prince et Néron n'hésite pas à condamner, bannir ou exécuter tous ceux qui se montrent trop critiques. Les opposants à sa politique ne sont pas les seuls à faire les frais du sadisme de l'empereur. Néron va littéralement éradiquer la famille impériale. Comme on l'a vu, Britannicus meurt de façon un peu suspecte en 55. Pour ce qui est des filles de Claude, Néron épouse la plus jeune, Octavia, en 53. Mais il va la répudier, l'exiler puis la faire assassiner en 62 afin d'épouser Poppée, qui est sa maîtresse depuis plusieurs années déjà. Néron finira par accidentellement tuer Poppée en 65 dans un accès de rage. Il va alors souhaiter épouser Antonia, la dernière fille vivante de Claude. Mais celle-ci va refuser et le tyran, sans doute vexé, la fait condamner pour rébellion et exécuter. En plus des enfants de Claude, il fait aussi exécuter tous les membres restants de la Domus Augusta. Faustus Félix, un arrière-petit-fils d'Octavie, et Rubellius Plotus, un arrière-petit-fils de Tibère, sont tous les deux exécutés en 62. La femme, les enfants et le beau-père de Plotus seront d'ailleurs également exécutés quelques années plus tard, en 66. Enfin, en 64, il contraint Decimus Torquatus à se suicider. Son seul tort est, semble-t-il, de s'être un peu trop vanté d'être un arrière-petit-fils d'Auguste. Ainsi, Néron est responsable de la disparition de la dynastie julio-claudienne, puisqu'à la chute du tyran en 68, il ne reste plus personne pour représenter cette famille. Mais avant de voir cela, on va parler un peu de la situation de l'Empire. Malgré tout ce que je viens de vous dire, ni les intrigues de palais, ni les drames familiaux n'empêchent Néron de gouverner l'Empire, et il faut bien le dire, d'être plutôt efficace. Et heureusement parce qu'il doit faire face à pas mal de défis assez importants. Dès le début de son règne, il va devoir gérer de nouveaux problèmes en Arménie. Cet État client de Rome occupe une position stratégique, car en plus d'être un État tampon entre l'Empire romain et l'Empire parthe, c'est un important carrefour commercial pour les caravanes marchandes venant d'Inde.
En 55, les Parthes envahissent l'Arménie mais sont chassés du territoire en 58-59 par Corbulon. Il réussit aussi à imposer un roi favorable à Rome sur le trône d'Arménie, Tigrane VI. Mais ce dernier va commettre l'erreur d'attaquer les Parthes et Corbulon doit à nouveau intervenir militairement. Finalement, en 66, un compromis est trouvé. Le nouveau roi des Arméniens sera choisi par les Parthes, mais il sera couronné à Rome par Néron. Cela montre d'ailleurs que malgré les intrigues de palais et les extravagances du prince, le rayonnement mondial de Rome reste très important. À l'autre bout de l'Empire, une importante révolte éclate en Bretagne. En 60, Prasutagos, le roi du royaume client des Icénies, meurt. Dans son testament, il lègue son royaume à Rome tout en faisant de ses filles les cohéritières. Il a sans doute voulu faire cela pour attirer les bonnes grâces de Rome sur son royaume, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Comme prévu, les Romains prennent possession du royaume et exigent immédiatement le remboursement d'importantes sommes d'argent prêtées par Rome, sauf que les Icéniens ne peuvent pas rembourser. Les autorités romaines vont alors augmenter l'impôt, faire fouetter en public la veuve du défunt roi, la reine Boudica, et laisser ses 2 filles encore très jeunes se faire violer par des légionnaires. Face à cette humiliation, l'ensemble de la Bretagne va se soulever contre Rome. La colonie romaine de Camulodunum est pillée et les villes de Londinium et de Verulamium, siège de l'administration romaine, sont incendiées. L'armée romaine subit de lourdes pertes et se retrouve même en grande difficulté, mais le manque d'unité des Bretons lui permet de reprendre l'avantage. À l'hiver 61, la victoire romaine est acquise. Boudica se suicide et les légions font le ménage proprement. Il ne s'agit pas que de récupérer la Bretagne, Sallustius. Il s'agit de la récupérer proprement. Exactement. On égorge. On coupe des têtes. On brûle des familles. Proprement. On estime quand même que 70 à 80 000 Romains ou alliés de Rome trouvent la mort durant cette révolte. On est donc sur de la grosse révolte. Mais si la révolte de Bretagne est la plus importante du règne de Néron, elle n'est pas la seule. 2 autres révoltes éclatent, en 66 en Palestine et en 68 en Gaule. Mais pour bien comprendre le contexte de ces 2 révoltes, il faut revenir un peu en arrière à Rome en 64. À Rome, les incendies sont assez courants, les bâtiments sont majoritairement en bois et dans certains quartiers ils sont littéralement entassés les uns sur les autres. Les vigiles, créés par Auguste, forment le service de lutte contre les incendies, mais dans les faits ils sont plus là pour prévenir les incendies que pour les combattre, car lorsqu'un incendie est déclaré, il est très difficile à arrêter. Et le grand incendie qui se déclare dans le centre de Rome le 18 juillet 64 est particulièrement violent et important. Néron n'est pour rien dans le déclenchement de cet incendie, mais il va profiter des destructions occasionnées par les flammes pour reconstruire le centre selon sa vision. Cet opportunisme va alimenter la rumeur selon laquelle l'empereur aurait lui-même allumé cet incendie afin de pouvoir appliquer son plan d'urbanisme. Pour faire taire ces rumeurs, Néron accuse les chrétiens et les persécute. Mais ce gigantesque complexe palatial, cette Domus Aurea que le prince veut construire sur l'espace libéré par les flammes, va poser de très nombreux problèmes. Les aristocrates ne voient pas dans ce projet l'expression de la grandeur de l'Empire, mais plutôt l'expression de la mégalomanie de Néron. Sans compter que certains aristocrates ont eu l'interdiction de reconstruire leur demeure pour laisser place au projet de l'empereur. Mais surtout, cela va coûter incroyablement cher. Et pour financer cela, l'empereur doit augmenter la fiscalité en Italie et dans certaines provinces. Il doit différer le paiement des soldes, suspendre certaines distributions frumentaires, confisquer de grands domaines au moindre prétexte, dépouiller certains temples de leurs richesses, etc., etc. Évidemment, toutes ces mesures vont faire beaucoup de mécontents. En 65, la conjuration de Pison visant à assassiner l'empereur est déjouée in extremis, et la répression qui s'ensuit est terrible. Néron ne s'appuie plus que sur quelques hommes de confiance et sur les prétoriens, ce qui entraîne de nouvelles rumeurs de complot et de nouvelles purges. La délation et la terreur s'emparent des hautes sphères de Rome. Certains Romains sont exécutés pour avoir simplement demandé à un astrologue quand l'empereur allait mourir. Corbulon, le vainqueur des Parthes en Arménie et plusieurs membres de son entourage sont exécutés. Sénèque, le philosophe qui a conseillé Néron dans les premières années de son règne, est contraint de se suicider.
Bref, c'est une véritable purge. En plus de cela, le pillage du temple de Jérusalem pour financer la Domus du Prince va entraîner le soulèvement de toute la Judée en 66. Vespasien parvient à reprendre le contrôle de la situation en 68, mais il faudra attendre encore 2 ans pour que Jérusalem soit reprise. Durant cette période où les têtes tombent si vite qu'on ne peut pas les compter, Néron, lui, affiche de plus en plus sa passion pour les arts et son souhait de devenir artiste. En 65, il organise sa 2e édition des Jeux quinquennaux qu'il nomme Néronia et durant lesquels il monte lui-même sur scène. L'année suivante, il part en Grèce où il participe à de nombreux concours dans l'espoir de devenir le plus grand des poètes. À Corinthe, il proclame la liberté de tous les Grecs, ce qui le rend très populaire dans cette partie de l'Empire. La plèbe romaine ne semble pas dérangée par ce goût princier pour le spectacle. En revanche, les aristocrates qui sont sans cesse sous la menace d'une condamnation à mort ne supportent plus l'attitude du prince. Quand il rentre à Rome en mars 68, il apprend sans trop s'en soucier que le gouverneur de la Gaule lyonnaise ne reconnaît plus son autorité. Encore euphorique de sa tournée en Grèce, l'empereur ne se rend pas compte de la gravité de la situation. C'est pourtant le début d'une nouvelle guerre civile. Vindex est un citoyen romain d'origine gauloise qui a pu briguer des magistratures et commencer le cursus honorum grâce à la réforme de Claude. Il n'appartient donc pas au premier cercle du pouvoir et n'est pas un prétendant crédible à l'Empire. En plus de cela, la province qu'il gouverne, la Gaule lyonnaise, est certes très vaste, mais d'une importance stratégique moindre. Vindex ne commande qu'une cohorte de 500 hommes, mais ses soutiens en Gaule et l'augmentation récente de la fiscalité lui permettent de réunir assez rapidement plusieurs milliers d'hommes. Ces hommes ne se révoltent pas contre l'Empire, mais contre Néron, qu'ils estiment être devenu indigne du principat. De même que Vindex ne se révolte pas en tant que Gaulois, mais en tant que citoyen et sénateur romain. Le légat de Germanie supérieure, Verginius Rufus, est envoyé pour mater cette révolte, mais il semble qu'il ait hésité à rester loyal envers Néron, et de façon volontaire ou non, cette hésitation a permis à la révolte de Vindex de s'amplifier et de se propager. Profitant de la situation, Galba, le gouverneur d'Espagne citérieure, se révolte à son tour. Il est proclamé impérator par ses troupes et ne reconnaît plus la légitimité de Néron. Dans la foulée, Othon, gouverneur de Lusitanie, et Macer, propriétaire d'Afrique, se révoltent à leur tour. Ces défections surprennent tellement Néron qu'il est incapable de réagir, et même si Vindex est vaincu en mai, cela ne change pas grand-chose à la situation qui reste très critique. Les prétoriens, qui n'ont eu aucun contact avec l'empereur durant les 2 années qu'il a passées en Grèce, finissent par l'abandonner. Le Sénat, de son côté, le déclare ennemi public. Néron tente de s'enfuir, mais se sachant perdu, il finit par se suicider le 11 juin 68. Le Sénat prononce immédiatement sa damnatio memoriae qui lui sera temporairement retirée sous les courts règnes d'Othon et de Vitellius. Le règne de Néron, s'il n'est pas totalement chaotique, ouvre la voie au chaos. Et le prince en est responsable. En éliminant tous les membres de la famille impériale, il acte la disparition de la dynastie. Comme on l'a vu, la politique de Néron et sa façon de gérer l'empire n'étaient pas mauvaises, mais à côté de cela, il a commis tellement d'atrocités et d'exactions qu'il est considéré comme l'un des pires empereurs de l'histoire de Rome. Il est difficile d'expliquer son comportement. Sans doute cela est-il dû tout à la fois à la jeunesse du prince, à sa famille, aux influences qui ont été exercées sur lui et bien évidemment au caractère de Néron lui-même. Quoi qu'il en soit, sa mort met un terme définitif à la dynastie julio-claudienne et ouvre la porte à une année de guerre civile que l'on appelle année des 4 empereurs et dont on parlera dans la prochaine vidéo de cette série. Merci à tous de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de soutenir mon travail. La prochaine vidéo sera celle pour laquelle vous avez voté au début de l'été, à savoir la vie quotidienne des soldats de l'armée romaine, et elle devrait sortir mi-septembre, fin septembre. Pour ne pas la rater, évidemment, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. D'ici là, je vous souhaite une bonne rentrée, portez-vous bien, à très bientôt.